Nous allons donc parler aujourd'hui d'un grand savant que Jabir ibn Hayyan, que les Européens appellent Geber ou Jabir. Alors, dans quel domaine excelle-t-il? Eh bien, dans la chimie. Et on dit qu'il est le père de la chimie moderne. Il est né à Taous en 721 et il décède à Al-Koufa en Irak en 815 à l'âge de 95 ans. Il passe d'ailleurs la plus grande partie de sa vie à Koufa, dans son laboratoire. C'est un chimiste expérimental. Et, comme je vous l'ai dit, dans le mémo Larousse, dans la rubrique découverte et innovation, on dit premier traité de chimie connu, Summa Perfectionis de l'arabe Jabir. Ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, le père de la chimie. Alors, pour bien comprendre cela, il faut savoir que chez les Grecs, il y a 4 éléments fondamentaux qui composent la nature. L'air, la terre, le feu et l'eau. Et que tout le reste est composé d'une composition de ces 4 éléments. C'est la théorie d'Aristote. Geber va approfondir la question et va apporter de nombreux éléments chimiques qui sont valables jusqu'à aujourd'hui. Alors j'en donnerai un, je citerai comme exemple, l'eau de rose est obtenue par la distillation. C'est-à-dire qu'on prend les roses, on chauffe l'eau, il prend le parfum de la rose et il passe à travers un instrument qui s'appelle l'alambic, et il donne goutte à goutte une distillation, le parfum de rose. D'ailleurs, en parenthèse, le père de Jabir est un parfumeur et aussi un apothicaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un pharmacien. Et donc, Jabir fait ses classes, dont chez son père. Et bien entendu, il faut comprendre ici qu'il travaille à un moment où l'on passe d'une période où les arabo-musulmans, faisaient essentiellement la traduction d'un certain nombre de textes de différentes origines, à une époque où ils produisent des choses nouvelles. Et parmi ces choses nouvelles, la chimie. Avant, il y avait l'alchimie. Et l'on retrouve ici, je ferai souvent, le mot d'origine arabe. Quand on trouve un AL au début, c'est le en français. Alchimie ou alchimia, on peut dire que ça veut dire la science de la quantité. De l'alchimie dérive la chimie. Bien entendu, les alchimistes cherchaient 2 choses importantes pour eux. Comment transformer les métaux en or? On voit tout l'intérêt de cet élément. Et le deuxième élément, c'était l'élixir, ou ixir. Là aussi, on retrouve le mot arabe, l'élixir de vie, c'est-à-dire une sorte de remède universel. Il disait que celui qui avait donc la richesse, l'or et le remède universel était tranquille. En réalité, ces 2 choses-là ne sont pas possibles. On ne peut pas transformer un métal quelconque en de l'or. Et Jabir comprend très bien tout cela, mais ce qu'il apporte, et là il se différencie de l'alchimie, et là nous passons à la chimie,
c'est-à-dire à une science qui est aujourd'hui reconnue dans toutes les facultés de sciences et dans les sciences de manière générale. Et qui donne un grand secteur, celui des industries chimiques et parachimiques, qui est aussi un des grands secteurs industriels aujourd'hui et qui a des applications dans des domaines très variés, qui vont de la cosmétique à tout un ensemble de produits, etc. Mais certaines techniques restent jusqu'à maintenant. La distillation, à travers l'alambic, à travers l'imbir, est toujours là. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais, à titre d'anecdote, en quelque sorte, vous raconter une petite histoire. Je discutais un jour avec un ami français et il m'a dit, vous les Arabes ou les musulmans, comme vous voulez, vous avez un problème avec l'alcool. Je lui dis, je ne sais pas si nous avons un problème avec l'alcool, peut-être. Mais en tout cas, ce sont les Arabes qui ont mis au point la technique de fabrication de l'alcool pur et qui lui ont donné le mot, le nom. Il m'a regardé en me disant, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et je lui ai regardé en français. Vous écrivez alcool avec 2 O. Or, en réalité, un seul O suffit. Alors pourquoi vous en mettez 2? C'est parce que entre les deux, il y a quelque chose que vous avez supprimé dans la langue française qui est le H et que l'on retrouve dans la langue espagnole ou dans la langue anglaise sous la forme alcool. Et là, nous retrouvons alcool, c'est-à-dire l'alcool. Donc, on peut obtenir l'alcool par distillation, comme on a dit tout à l'heure, du vin, des boissons fermentées et de tout un ensemble d'éléments. De même d'ailleurs que par distillation, on obtient de l'eau de rose à partir des roses. Ça, c'est la parfumerie. Et donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est que Jabir s'éloigne de l'alchimie et fait tout un ensemble, donc dans une vie qui est assez longue, à l'époque, 95 ans, fait tout un ensemble de découvertes, d'expériences, et met au point plusieurs instruments. J'ai cité l'alambic, mais il y a aussi beaucoup d'autres instruments. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut dire de manière globale sur en quoi il apporte un certain nombre de choses. Et il met au point de nouveaux éléments, comme l'acide sulfurique ou comme l'acide nitrique. Mais il fait cela à travers ce qu'on peut appeler une chimie expérimentale. Il est dans son laboratoire, il fait des expériences, il note ses expériences et il en déduit un certain nombre d'éléments. Il décrit des choses de manière extrêmement précise certains métaux, comme l'argent, l'or ou d'autres métaux, mais également des liquides comme le mercure, Et donc, par conséquent, il y a chez lui un esprit scientifique et une méthode scientifique. Alors, le nombre d'ouvrages qu'il écrit, les gens divergent, hein, très bien, parce que beaucoup de gens ont écrit des livres qu'ils ont attribués à Jabir ibn Hayyan et qui, en fait, ne l'étaient pas. Mais on trouve qu'il a à peu près 112 ouvrages. Mais dans le plus important et le plus connu, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, qui est le traité de chimie, Al-Kabir Shamil. Et donc, comme nous l'avons montré, le mot chimie est dérivé du mot alchimie.
Et donc c'est un mot d'origine arabe, clairement. On peut dire d'ailleurs que l'kimia, c'est la quantité, parce que en chimie, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mélanges avec des quantités extrêmement précises, etc., pour obtenir les bons produits. Et donc, je disais que il a dit tout de suite, bon, les métaux ne peuvent pas être transformés en or. Mais il a fait quelque chose, je dirais, qui lui a valu quelques problèmes. Il a réussi à mettre une pellicule d'or sur des métaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le plaqué or ou le plaquage or. Et donc les gens avaient l'impression qu'ils fabriquaient de l'or à partir de métaux, alors qu'en fait c'était une pellicule. Ceci d'ailleurs lui a fallu lui coûter cher, parce que la rumeur s'est répandue à Bagdad, où il était un certain temps, qu'il fabriquait de l'or. Et on a attaqué, en quelque sorte, son laboratoire. C'est juste parce que l'un de ses adeptes ou ses disciples, ses étudiants, si vous voulez, l'avait mis au courant qu'il a pu se sauver par la fenêtre. Vous voyez que même dans les grandes histoires, il y a toujours des petites aventures en emmenant ses livres les plus précieux. Mais le laboratoire a été démoli et incendié. Ça ne l'a pas arrêté, bien entendu. Et il a passé le reste de son temps dans ce laboratoire, jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, qu'a-t-il fait? Je vais prendre un livre de Marc Berger sur les Arabes. Pourquoi je prends ce livre? Parce qu'il accorde un élément particulier à Jabir ibn al-Hayyan. Et il en fait une synthèse assez intéressante et qui va me permettre d'aller plus vite. Dans un ouvrage, je dis, que l'on peut considérer comme le véritable ancêtre de tous les traités de chimie, vous voyez pourquoi nous avons appelé le père de la chimie, le fondateur, Jabir décrit avec une précision dénotant un esprit d'observation remarquable pour l'époque. L'or, l'argent, le plomb, le mercure, le soufre, l'arsenic, beaucoup de corps soigneusement classés. Voilà donc une des composantes importantes de l'œuvre de Jabir ibn al-Hayyan, qui réside dans de nombreux ouvrages spécifiques sur l'étude de corps particuliers. Ce petit traité, intitulé, comme nous l'avons dit, Al-Kabir Shamil, ou en latin Summa Perfectionis, fit autorité à tel point qu'avec l'assentiment du pape Clément VIII, au XVIe siècle, il fut édité par les conservateurs de la Bibliothèque Vaticane. Nous pouvons également dire que parmi les procédés qu'il met au point, il fait des notations scientifiques d'une grande exactitude, comme lorsqu'il décrit la fabrication de l'acier et les opérations de la calcination, de la cristallisation, de la dissolution, de la sublimation et de la réduction. Il parvint aussi à réaliser des préparations intéressantes de corps nouveaux,
les acides, comme l'acide sulfurique ou l'acide nitrique, ou les alcools. Vous voyez donc que son apport est à la fois d'une précision, d'observation, mais également à la fabrication d'éléments nouveaux. Bien sûr, tout cela va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive ensuite à la classification des éléments chimiques, etc. Mais déjà, nous avons ici ce qu'on peut appeler les bases de la chimie moderne. Et donc, des industries chimiques et parachimiques, qui sont aujourd'hui très importantes, comme nous le savons tous. Il écrit aussi un livre, pour montrer l'étendue de son combat, sur les poisons. Parce qu'il est en même temps pharmacien, en quelque sorte, et médecin. Et non seulement sur les poisons, il décrit les différents types de poisons, qu'ils soient d'origine végétale ou animale, mais il donne aussi les antidotes, c'est-à-dire comment on peut les soigner. Livre qui reste valable jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, et d'autres livres sur l'astronomie, sur les mathématiques, comme tous les savants de cette époque, c'est un esprit universel qui s'intéresse à toutes les sciences, même si son apport est particulièrement fondamental dans le domaine de la chimie. Je voudrais dire par là que nous avons aussi, et ça c'est important, chez Jabir ibn Hayyan, une méthode expérimentale scientifique. Il dit, quand je veux faire quelque chose, je l'imagine d'ailleurs dans mon esprit, c'est-à-dire la science, et puis je la fabrique, je la réalise, et une fois que j'ai obtenu un résultat, je recommence plusieurs fois jusqu'à ce que je sois sûr de ce résultat. Nous avons ici la méthode expérimentale, qui va être évidemment reprise non seulement dans la chimie, mais dans de nombreux autres domaines. Jabir ibn Hayyan est certainement un des représentants les plus illustres de la pensée arabo-musulmane, par les résultats qu'il offre, par ses apports, sa contribution, et par son sens de l'expérimentation, de l'observation. Et il reste ainsi. Alors il était né à Taous, bon, il ne passera pas beaucoup de temps à Taous, puis ensuite il passera à Bagdad, et puis il viendra à Koufa. Et c'est là qu'il décédera, comme nous avons dit, en l'an 815. Voilà ce que je peux dire a priori de Jabir ibn Hayyan, et les Européens l'ont reconnu, parce que ce traité de chimie est resté l'un des traités fondamentaux pendant toute une époque. Comme vous voyez, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous reprenons une série de vidéos qui ont pour objet de présenter des savants arabo-musulmans qui ont eu une contribution fondamentale, c'est-à-dire qui ont en général été les pères ou les fondateurs d'une discipline. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui avec Jabir ibn Hayyan, c'est ce que nous avons vu avant avec Al-Khawarizmi, l'algèbre et l'algorithme, les algorithmes, ou le Haytham et l'optique, ou Zahrawi et la chirurgie. Donc c'est toujours des fondateurs. En même temps, nous avons également montré que ce mouvement scientifique a été permis grâce à la mise en place d'institutions,
comme par exemple l'université Al-Qarawiyyin avec Fatima Al-Fihriya, ou également la possibilité de circuler à travers l'espace arabo-musulman, comme ça a été le cas avec Ibn Battuta. Voilà donc pour faire le lien entre ces différentes vidéos.